Bienvenue à Rendez-vous au sommet, votre rendez-vous avec des professionnels, des gens qui sont de carrière, des gens qui sont curieux, que nous aussi, on est curieux de rencontrer. Vous êtes avec Déa, votre présentatrice, et on est aussi avec Jackson. Bonsoir Déa, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis content de te retrouver Déa, ça fait un bon bout de temps. Oui. On n'était pas ensemble, mais c'est certain que... Toujours dans l'esprit, toujours. Exactement. Donc on est très content de vous retrouver. Merci à tous et à toutes d'avoir toujours voulu partager nos émissions, nos vidéos. Et on remercie tout le monde pour les messages qu'on reçoit un peu partout. Ça vient du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Congo, de Rwanda même. Donc d'Haïti, des États-Unis, un peu partout. Donc merci vraiment à tout le monde. C'est un plaisir de savoir que vous aimez ce qu'on fait. Donc on va continuer ce travail parce qu'on sait que parce que vous le savez, l'objectif c'est d'essayer de vous donner les ingrédients qu'il vous faut pour pouvoir agir, pour être opérationnel, pour continuer à impacter. Donc DA, c'est ça le travail. Encore une fois, je suis content. Bon retour. DA, il faut dire qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, ah mais DA, elle est passée où? Ouais, DA. Donc voilà, tu as des fans toi aussi. Ouais, j'aime bien. En tout cas, aujourd'hui, on va avoir une émission assez spéciale. Justement, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, qu'on soit vieux, jeune, adulte et même enfant, ça doit vous concerner. On va parler de paiement électronique, cybersécurité. On va parler de tout ce qu'il y a comme technologie. Alors, l'argent et technologie. On va parler d'entrepreneuriat également. On a une personne très bien formée, très bien rodée pour parler de ça. Entrepreneur. Elle a une carrière assez riche, plus de 15 années d'expérience dans la chose. Alors, laissez-moi dire bonsoir à Catherine Bounjia. Je rappelle, elle est d'origine camerounaise. On est content de t'avoir avec nous à l'émission Rendez-vous au sommet. Bonsoir Jackson, bonsoir Déa et bonsoir à tous les auditeurs et vraiment merci de me recevoir. Moi aussi je reviens de vacances et je suis ravie de commencer avec vous. Un bon départ. Oui. Alors voilà, donc merci de répondre à notre invitation. On est très content de t'accueillir à notre espace. Évidemment, comme on l'a dit, c'est un espace visant à promouvoir tout ce qu'on fait dans la communauté parce qu'on fait beaucoup de choses, mais souvent ça manque de lumière. On veut nous autres avec des bougies un peu partout pour essayer de mettre un peu de lumière sur nos réalisations. Donc rapidement, je vais dire que vous avez étudié en France à l'école d'ingénieur de l'INSEE à Caen et vous avez une formation d'ingénieur évidemment avec un stage assez spécial à Navy Yard aux États-Unis, à Washington. Et vous êtes aussi entrepreneur. Vous avez à un certain moment décidé de voler de vos propres ailes. Vous avez créé votre compagnie Stratège 6 que vous dirigez. Alors je rappelle que c'est une firme de services conseils spécialisée en technologie de paiement. Et vous avez aussi travaillé pendant 15 années auprès des leaders de l'industrie des paiements et de grandes institutions financières en France et au Canada. Donc, la bonne nouvelle, je dirais la bonne nouvelle pour nous autres, on est fiers de l'entendre, c'est qu'en 2018, vous avez été nommé catégorie étoile montante du prestigieux Women in Payments in Canada. Donc, c'est assez intéressant. On est fiers d'apprendre tout ça, Catherine. Merci. C'est... D'avoir la reconnaissance comme ça par les pairs, c'est vraiment très gratifiant là, quand on dans le domaine du professionnel. Ouais. C'est ça. Et puis, autre chose très importante de le signaler, c'est que vous étiez candidate. Candidate aux élections provinciales de 2022. Parce que comme on le dit à cette émission, on a besoin des meilleures têtes pour nous représenter là où on prend les décisions. Parce que si on n'est pas représenté, on ne sait pas quelle décision. Est-ce que ces décisions, c'est des décisions qui vont aller dans le sens de nos intérêts, qui vont être là pour nous, qui va nous défendre, évidemment. Donc, on a besoin des gens pour nous défendre. Donc, on va te conseiller de retourner encore. C'est comme ça que tu vas nous représenter, Catherine. Alors, c'est ça. Maintenant, on va parler de paiement. Pourquoi, présentement, on doit aller vers ces méthodes de paiement, justement?
Mais les paiements électroniques, c'est aussi un facteur, ce qu'on appelle l'inclusion financière. Puis moi, je suis du Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai passé toute mon enfance. Puis même partout en Afrique, on a vu avec l'avènement du téléphone mobile comment ça a permis aux gens dans toutes les régions, même dans les localités les plus reculées, de s'échanger, d'envoyer de l'argent, de faire du commerce. Donc le paiement électronique, c'est un facteur aussi de développement économique. Donc c'est vraiment important que tout le monde dans le monde, mais même et surtout particulièrement dans nos communautés, on comprenne, on sache bien les maîtriser. Puis le paiement, mais surtout l'inclusion financière, c'est l'une des priorités aussi de l'ONU là, au niveau des développements durables. Il y a l'éducation, la santé, l'écologie, tout ça, mais l'accès aux finances, l'accès aux services bancaires, la bancarité, là, comme on dit des fois, c'est vraiment important. Mais ça demande beaucoup de connaissances parce qu'il faut le reconnaître. Et dans nos pays, les aînés, ils ne maîtrisent pas trop. Vous parlez d'inclusion, il faut les inclure aussi. Mais maintenant, ce n'est pas facile pour eux d'utiliser cette technologie justement pour pouvoir faire les transactions. Comme vous le dites. Effectivement, c'est pas facile, mais vous allez voir, en fait, moi je parle des communautés que je connais, donc les communautés africaines, les communautés noires. Vous allez voir des gens qui parlent pas nécessairement français ou quoi, mais qui savent utiliser le téléphone pour faire les WhatsApp, les tap-tap. Donc, quand il y a une motivation économique derrière, on voit que la barrière de la langue, on est capable de la transcender. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des affaires qui sont un peu plus difficiles. Par exemple, ouvrir un courriel, des affaires comme ça, des technologies un peu plus évoluées, ça peut être moins accessible pour des personnes qui ne sont pas habituées. Mais comme je dis, quand on voit que le facteur financier est là, on peut être assez motivé. Après, il y a 2 volets au niveau des paiements numériques. C'est qu'il y a la façon... être capable de les utiliser. Donc, comme je dis, tout le monde, on y arrive là quand même, quand il y a un avantage financier. Mais il y a aussi un deuxième volet, c'est être capable de se protéger. Et là, protection des données, tout ça, c'est là que ça peut vraiment... Ça, là, c'est un bon point qu'on va laisser. Oui, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est un peu le revers de la médaille, quoi. C'est parce que ça peut vraiment ternir si on a une mauvaise expérience, si on se fait frauder ou quelque chose. C'est le côté... On perd confiance. On perd confiance. Exactement. On peut retourner justement vers des anciennes façons, revenir à l'argent en espèces parce qu'on a eu des mauvaises expériences, parce qu'on n'est pas safe là, on ne se sent pas protégé. C'est ça. Mais maintenant, votre travail, parce que vous dites que vous travaillez comme conseillère auprès des institutions financières. Votre travail consiste en quoi exactement? Oui. Donc moi, je vais accompagner surtout au niveau des gestionnaires, des gens qui vont décider soit ça va être quoi les nouvelles opportunités ou ça devrait être quoi les priorités de l'entreprise. Donc vous développez des applications, c'est ça? Je vais pas développer des... En fait, j'interviens d'abord en amont, donc tout ce qui est conseil stratégique. Donc quand des entreprises ont une vision. Une vision, par exemple, ça va d'être dire, nous, on veut réduire les canaux physiques de donation bancaire, on veut emmener nos clients à aller vers des canaux numériques. Donc là, c'est vraiment la grande vision parce qu'on veut capitaliser sur le numérique. Maintenant, ça, c'est une vision, il faut descendre un peu concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Mais pour une entreprise A ou B, ce n'est pas la même chose parce que les deux n'ont pas les mêmes capacités. Donc là, on va regarder, OK, je suis l'entreprise, c'est quoi mes ressources? C'est quoi mes capacités? C'est quoi que mes équipes savent faire? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher de l'expertise à l'extérieur ou est-ce qu'il faut que je bâtisse des équipes à l'interne? Donc là, on commence on est un peu plutôt dans l'accompagnement, planification un petit peu. Après, le côté un peu plus stratégique. Après, maintenant, il faut le côté plus un peu exécution. Mais concrètement, ça va être quoi les initiatives? Parce que les entreprises, elles n'ont pas non plus des finances illimitées. Donc, il faut prioriser. On commence par quoi? Parce qu'on peut pas... Donc, il faut se donner un plan. Puis en fait, maintenant, quand on sait c'est quoi le plan, là, c'est vraiment maintenant l'accompagnement vraiment dans l'exécution, la livraison. Donc, je accompagne aussi les entreprises maintenant dans vraiment l'exécution, là, le projet. C'est comme vous donnez un coaching sur place. C'est ça. Je peux donner un coaching sur place. Ça peut être sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et voilà, d'accompagner même vraiment jusqu'à la livraison finale, jusqu'à ce que le produit soit mis en place. Et j'avoue que moi, ma particularité, c'est que le fait d'avoir fait des études en TI, en informatique, ça me permet justement de naviguer du côté
très technique. très vision, jusqu'à même accompagner à l'exécution, qui est généralement plutôt des gens plutôt TI. Donc, je peux faire ping-pong là, à travers le volet affaires, le côté TI. C'est vraiment un plus. Okay. Ouais. Justement, vous avez tellement d'expérience, vous avez quand même plus que 15 ans d'expérience. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé maintenant à vouloir conseiller? Oui, mais j'ai toujours fait quelque part du conseil, soit pour des équipes à l'interne, soit pour des clients, soit pour des partenaires. Et moi, ma force, c'est vraiment le conseil. Je pense que le côté humain, le côté de savoir, de savoir expliquer les choses simples. Parce que pour moi, si on reste toujours dans l'expert, ben, ça parle pas. Faut qu'on soit capable de descendre la vision pour l'expliquer à tout le monde, pour l'expliquer aux équipes, aux collègues, aux clients. Donc j'ai beaucoup ce côté, vulgariser les choses. D'ailleurs, le côté formation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai donné aussi des cours à des gens pour apprendre à l'informatique là. Donc c'est vraiment le côté vulgariser et surtout le côté résoudre un problème, partage de connaissances, mais aussi résoudre un enjeu concret de société. Parce que on voit souvent du monde qui vont faire des TI, souvent des hommes, des jeunes hommes, ils disent moi le but, je veux partir une start-up parce que je veux faire des TI, je veux faire de l'IA et tout ça. Moi, c'est pas ma conception de la technologie. Pour moi, la technologie, ça doit être un outil pour résoudre un problème de société, de la vie courante ou faciliter la vie ou améliorer la vie. Donc, j'ai toujours cette vision, c'est quoi le besoin? C'est quoi votre besoin en fait? Puis c'est là que le côté solution. C'est quoi votre solution? Donc c'est là que le côté conseil, maintenant accompagnement, parce que il faut pour faire du conseil, je pense l'un des points, je pense, le plus important quand on fait du conseil, c'est d'avoir beaucoup d'empathie. Pas se dire, je viens, moi je connais tout. Comment ça se fait que vous avez un système Windows 2099, faut virer tout ça. Non, tu sais, il faut essayer de comprendre pourquoi l'entreprise, elle est là, pourquoi elle n'a pas évolué, pourquoi ils sont sur cette solution. Il y a peut-être un historique. Il y a des employés là, qui ont peut-être travaillé toute leur vie, 20 ans, 30 ans. Tu ne peux pas venir comme ça en disant on va changer, ils font quoi ces personnes demain? Donc aussi, avoir cette sensibilité-là humaine que j'ai dans mon style de conseil. Et c'est pour ça que je voulais faire ressortir ça dans quelque chose qui me ressemble. Et après 15 ans, là, j'ai décidé de me jeter dans me lancer. Et puis... voilà, ça fonctionne avec le monde avec qui j'ai travaillé dans le passé, qui connaissent mon style et qui connaissent cette rigueur, mais aussi cette sensibilité-là. C'est vrai que les paiements électroniques, ça commence à être très, très, très populaire, surtout dans les pays développés, en Amérique du Nord, au Canada particulièrement. Mais jusqu'à présent, il y a quand même des compagnies qui sont un peu réticents par rapport au fait que la gestion des données personnelles, les risques que ça qu'il y a à faire des transactions en utilisant les outils technologiques, ça c'est un problème. Moi je vais vous donner un exemple. Il y a une fois, je n'ai pas reçu mon argent à temps parce que il y avait un problème d'internet par exemple. Vous voyez, donc il y a des risques. Mais vous dites quoi par rapport à tout ça? Est-ce que vous pensez malgré tout on doit aller sans peur vers cette technologie de paiement? Pas sans peur, mais en fait le risque zéro n'existe pas. C'est ça. Et ça c'est quelque chose que il faut l'accepter. Donc moi par exemple la formation que j'ai eue, c'est le titre exact, c'est paiement électronique et sécurité informatique. Donc la sécurité ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Donc il y a toujours un aspect sécurité qu'il faut prendre en place, qu'il faut tenir en compte. Et surtout, la sécurité, elle n'est pas statique. Ça aussi, c'est une autre réalité. Genre, avant, vous allez construire un mur, par exemple, puis c'est bon, le mur, il est là. Non, parce que derrière, vous avez des gens, des envahisseurs, on va dire des hackers. Eux, ils rajoutent l'échelle. Ils modernisent l'échelle, ils rajoutent une marche. Donc, à chaque fois, vous avez un mur que vous devez continuer à rehausser. C'est à la fois un défi, mais c'est aussi ce qui fait, pour moi, la beauté, le challenge de ce qu'on fait. Donc de rehausser les solutions, mais ce qu'il faut vraiment faire, moi j'insiste vraiment sur le côté vulgariser, parler aux gens, parce qu'on ne peut pas simplement rester dans le monde professionnel et sécuriser nos systèmes. On a besoin de tout le monde, en fait, tout le monde, on fait tous partie de l'équation là. Faut aussi que comme individu, comme client, comme membre, on ait des réflexes un peu de sécurité. Si vous recevez par exemple un SMS frauduleux qui semble frauduleux, pas dire
c'est un SMS frauduleux, je laisse. Non, il faut peut-être signaler à la banque parce qu'elle va peut-être dire c'est peut-être une attaque. C'est une alerte et je vais alerter tout le monde. Donc c'est un peu un devoir aussi ça, c'est un bon point. de partager nos expériences, nos mauvaises, même si vous avez été fraudé, parce que ça vient quand même nous toucher, se faire frauder, ça vient quand même toucher un point. On a honte un peu de... Ouais, mais c'est ça. Mais moi, ça m'arrivait, j'étais au travail, puis je vois, parce que j'ai des notifications, je vois qu'il y a une transaction qui passe sur ma carte de crédit. Et quand je regarde, je vois que c'est depuis la Chine. Oui. Donc moi, je n'ai jamais été en Chine, mais j'appelle la banque pour dire, mais qu'en est-il? Au final, on a bloqué et puis on a réglé. Cela dit, le risque, c'est très élevé, comme vous dites. C'est très élevé. Puis chacun a vraiment une part à faire. Puis je vais donner moi aussi un exemple. Je me suis fait déjà frauder une fois aussi. Au début, on fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puis bon, Puis à côté, en tout cas, je voulais essayer de résoudre l'affaire. On m'a dit, madame, c'est bon, on va vous rembourser. C'est comme l'arroseur. Ouais, c'est ça. On m'a dit ça. Mais par exemple, dernièrement, j'ai retrouvé une carte bancaire qui était perdue dans mon quartier. Donc la personne a égaré sa carte. Donc moi, je suis dans le domaine. Donc le réflexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas essayer d'aller sur Facebook, dire « qui a perdu sa carte ?» photographier la carte même, donner les numéros. Tout de suite, derrière la carte, on a le numéro de la banque. Donc on appelle la banque. « Bonjour, j'ai retrouvé une carte de monsieur, madame un tel. Je vous donne le numéro. » La banque bloque tout de suite. Ça ne sert à rien d'essayer de retrouver la personne. Pourquoi? Parce que on ne sait pas qui avant vous déjà, même si vous êtes la personne la plus la personne à qui on peut faire, qui n'avait jamais rien faire avec, honnête, vous ne savez pas qui est passé avant, qui a vu le numéro de carte, qui a fait. Et de toute façon, ça va coûter moins cher à la banque de juste appuyer sur un bouton, bloquer, remettre une carte, que de tenter. Donc, c'est quelque chose de quoi. Et de vraiment prendre le temps. Je me souviens, ce jour-là, j'étais pressée, j'étais à vélo, je pense qu'il pleuvait. Je dis non, il faut que j'appelle tout de suite d'abord la banque, je bloque. Prendre action. Puis, c'est ça. Alors, c'est ça, une bonne action. Une bonne action. Exactement. Alors, je rappelle qu'on reçoit aujourd'hui à notre émission Catherine Boun-Djia, spécialiste en paiement électronique. Aujourd'hui, avec elle, on parle de tout ça, paiement électronique, on parle de cybersécurité, on parle aussi de l'entrepreneuriat parce qu'elle est entrepreneur, elle gère son entreprise. Et puis, c'est un peu de politique parce qu'elle a des velléités politiques. C'est important parce que les meilleures têtes, comme je le dis, doivent nous représenter, défendre nos intérêts. Alors, toujours cybersécurité. Comment se protéger? C'est une question assez large, assez vague. Comment on peut arriver à se protéger? C'est vrai, vous dites que on peut construire un mur, mais les gens qui sont derrière, ils ont une échelle, ils essaient d'ajouter des marches. Est-ce que vous pensez que nous autres, on a un rôle, évidemment, à jouer au jour le jour? Oui, absolument. Ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, la faille, ça ne va pas nécessairement venir, par exemple, de la carte, par exemple, votre carte que vous allez perdre. Souvent, la faille va venir de votre mot de passe d'email qui n'est pas assez sécurisé, là, parce que vous allez l'appeler le nom de vos enfants ou, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4. Donc, votre numéro de téléphone. C'est quoi un mot de passe? Laissez-moi vous poser la question. C'est quoi un mot de passe sécuritaire? Écoute, j'espère que ma mère n'écoute pas ça. J'espère que ma mère n'écoute pas parce que j'étais récemment avec elle et puis son mot de passe email ne fonctionnait pas et puis elle avait un mot de passe assez simple, très simple. Puis j'étais fastanée de comme je dis toujours dire la même chose. Voilà, donc j'ai mis vraiment un mot de passe. En fait, c'est un mot de passe qui est généré automatiquement par une application, donc avec des lettres et des majuscules en veux-tu, en voilà, là, 16 caractères et tout. Je dis écoute, ça va être ça ton mot de passe. Puis elle l'a quand même noté sur un papier. Oui, au moins. Il est compliqué, mais c'est quand même noté sur un papier. C'est quoi un bon mot de passe? C'est déjà un mot de passe qui a beaucoup plus de caractères qu'on le pense, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des machines qui sont capables de générer des mots de passe. Générer, même de calculer. Donc, les mots de passe à 8, même 12 caractères, des fois, ne sont pas hyper sécuritaires parce qu'en quelques heures, un robot là, peut essayer de... Donc, un mot de passe 14, 16 caractères. Et puis ça va évoluer. Hein. Peut-être, je dis aujourd'hui, c'est 14, mais peut-être dans 5 ans, on va vous dire qu'il faut que vos mots de passe aient 20 de longueur. Ça évolue tout le temps. Moi, j'ai choisi toujours mes mots de passe. Ouais, moi, ce que j'utilise, je suis très sécurité. Donc, j'utilise une application qui est payante, donc qui génère des mots de passe automatiquement.
très sécuritaire et que je peux charger directement dans mes applications. Donc ça, c'est une application que je paye parce que j'ai plusieurs logiciels, mais c'est possible. Oui, elle s'appelle Dashlane. Dashlane. C'est pas par rapport à la sécurité que ça vous donne. Je trouve que c'est un bon investissement. C'est ça. Après, il y a aussi des solutions qui viennent, je pense avec Google ou avec Apple. Il y a aussi qui sont déjà des trousses, des trousseaux de clés. Donc, ou de mots de passe qui sont intégrés. Si vous avez un iPhone ou un Android, ça doit déjà être intégré dans votre téléphone. Ouais. Donc c'est comme des trousseaux de clés. Donc par exemple, si vous allez sur votre institution financière, vous avez besoin de générer un nouveau mot de passe, mais vous allez utiliser la fonction de votre browser là, par exemple, pour lui dire génère-moi une clé. Donc c'est lui qui va se charger de générer la clé à 20 caractères avec plein de symboles et tout, et il va tout de suite la copier-coller quand vous en avez besoin. Donc vous avez même pas besoin de l'écrire quelque part. Ouais. Mais et la reconnaissance faciale, souvent, vous pensez que c'est sécuritaire? Absolument. Oui. Parce que, non, mais c'est parce que je veux avoir un petit mot de passe, quelque chose comme ça, de 1, 2, 3, 4 par exemple. Mais j'ai activé la reconnaissance faciale et puis généralement c'est ça qui... La reconnaissance faciale, c'est aussi une très bonne méthode de sécurisation. Bon, ça utilise la biométrie, là, donc ça utilise quelque chose, un élément de notre génétique, là, de notre visage. Donc, il y a des enjeux éthiques et tout. Bon, mais après, si c'est Apple, c'est quand même ou Android, Samsung, bon, c'est quand même des sociétés de confiance, reconnues. Mais c'est quelque chose, pour moi, c'est une technologie que je recommande. Déjà, c'est hyper pratique. On a juste à présenter son visage. Et en plus, par exemple, si vous perdez votre téléphone, ou votre mot de passe, en tout cas vos cartes, si vous avez des cartes de crédit par exemple, c'est plus sécuritaire de perdre son téléphone que de perdre son portefeuille, parce qu'en perdant vos téléphones, la personne n'aura pas accès à vos cartes qui sont virtuelles. Donc oui, c'est quelque chose, mais il faut éduquer, il faut prendre le temps d'expliquer. Puis moi, s'il y a des auditeurs qui sont des organismes qui ont des clientèles qui ont besoin des OBNL qui ont besoin qu'on explique. Puis partout, moi je suis localisée au Québec, à Montréal, mais avec l'internet, avec la technologie, on peut travailler partout. Mais c'est de prendre le temps d'expliquer aux gens comment utiliser. Pourquoi? Parce que les institutions financières, je travaille avec certaines d'entre elles, elles n'ont pas le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Elles vendent un service. L'employé ou le conseiller en agence, il a besoin de vous vendre du service financier, ce qui est très correct. C'est pas sa job de vous expliquer comment marche le Face ID. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des agents dans la société du changement qui vont accompagner les gens sur ces aspects-là. Donc, de prendre le temps d'expliquer à nos mamans, nos tatas, tout ça, c'est quoi le Face ID et tout. Ouais. Est-ce que c'est le même principe pour les empreintes digitales? Oui, c'est pareil. Ça marche aussi. C'est aussi un autre élément biométrie. Ouais. Ouais. Et l'empreinte digitale, ça a évolué vers le Face ID parce que Apple a changé. Vous savez, les anciens iPhones avaient le bouton central. Oui. Voilà, à partir du moment où ils l'enlèvent, ça prenait quelque chose, une alternative. Donc, mais l'empreinte aussi, c'est quelque chose de très c'est parce que Android aussi utilise toujours. Oui. Oui. En tout cas, ça c'est intéressant. Mais là maintenant, allons voir. Vous êtes entrepreneur. Oui. Pourquoi? Je suis entrepreneur pour comme je disais tantôt, déjà pour... C'est un peu paradoxal ma question. Oui, c'est paradoxal. Peut-être c'est un défi. Pourquoi C'est parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le défi. Parce que c'est certain que être femme entrepreneur, vous allez gérer, et vous êtes en technologie en plus, c'est certain, vous allez avoir moins de femmes à vos ordres, beaucoup plus d'hommes, vous comprenez. Donc, et puis en plus, vous n'êtes plus dans une zone de confort, comme vous faites du 9 à 5, vous savez qu'à la fin, vous allez avoir votre salaire, puis vous êtes de tout repos. Là, c'est certain, vous ne dormez pas, comme tout le monde a 10 heures. Donc, pourquoi? Mais en fait, vous avez répondu à la question. C'est d'être hors de ma zone de confort. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je suis dans une zone de confort, c'est là où je suis inconfortable, quand je reste trop longtemps. Et ça me prenait vraiment ça, d'être hors de sa zone de confort. Parce que quand on est salarié, puis
c'est vraiment bien, il y a l'esprit d'équipe. Moi, j'ai adoré être salarié, j'ai toujours eu de très bonnes relations et tout ça, même encore avec mes anciens collègues. Mais vous avez l'entreprise qui a sa culture, qui a ses flyers, qui a ses événements. Vous avez besoin de rien organiser, en fait, pour qu'est-ce que vous voulez concrètement. Vous suivez un petit peu les initiatives et tout ça. C'est ça. Et donc, j'avais vraiment besoin de me retrouver quelque part. Je ne dis pas que... On dit jamais, on ferme pas la porte. Moi, être employé, salarié, entrepreneur, c'est pas... Je suis pas comme... Il y en a qui disent, moi, je veux plus jamais avoir de boss. Non, moi, c'est pas ça. C'est pas de dire, je suis mon propre boss. Mais c'est de me retrouver un peu dans des initiatives. Le défi, ouais. Le défi. J'ai réussi à faire ça. Ouais. Waouh. Ouais. Le défi, et puis de pouvoir créer aussi comme des partenariats, que ce soit avec des OBNL ou avec d'autres entreprises, d'avoir cette liberté-là, de dire, moi, j'ai envie d'avoir un petit projet avec telle compagnie qui a besoin d'accompagnement sur telle chose. Ben, j'y vais. Ou j'ai envie d'accompagner telle entreprise dans tel autre pays, même si c'est très court. Mais on n'a pas cette liberté-là quand on est salarié, parce qu'il y a des ententes de confidentialité et tout ça. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Jackson a parlé de quelque chose. Il a dit, en ce moment, tu es dans un monde qui est plus masculin. Ouais. Et tu as beaucoup d'expérience, tu as ta propre entreprise. Comment tu vis cette situation? Parce que quand même, il faut s'affirmer, il faut dire ce qu'on pense. Oui. Comment tu le vis? On va dire une fille qui est un peu timide, mais qui aime beaucoup ce que tu fais. Oui. Mais je pense qu'il faut beaucoup travailler sur soi, regarder par rapport à son passé, son enfance. Moi, c'est sûr que j'ai une particularité. Je suis d'une famille de 5. On était 4 filles et un garçon, et le garçon, c'est le dernier. Donc, autant dire que moi, depuis le plus jeune âge, c'est les femmes qui dirigent. Donc, ça influe aussi sur ma personnalité. Après, c'est sûr, partout dans toutes mes études, depuis le collège, le lycée, j'étais toujours dans les filiales mathématiques. J'ai toujours plus de garçons, mais ça m'a jamais intimidée. Mais je pense que c'est à cause de ma famille, justement, d'être dans une famille où c'est les filles qui étaient les plus grandes. Et puis aussi, comme j'aime dire, la compétence n'a pas de sexe. C'est vrai, oui. c'est Si vous avez la compétence, donc peu que vous soyez femme ou homme, ça ne dit pas. Oui. Exactement. Mais en fait, je rappelle que vous dirigez Stratège 6. Oui. J'ai failli dire ça en anglais. C'était quoi les difficultés pour démarrer? Parce que c'est certain que vous aimez le défi, vous n'aimez pas vous retrouver dans une zone de confort, mais lancer une entreprise dans une filière assez pointue quand même, ça demande beaucoup d'énergie. C'était quoi les défis au démarrage? Les défis étaient beaucoup d'ordre administratif. Donc on parle surtout au Québec, au Canada. J'avoue que si on n'est pas organisé, ça peut très devenir overwhelming. Si on n'est pas organisé. De mon bord, ça a vraiment été quelque chose vraiment auquel j'avais pas vraiment été confrontée. Quand on est employé, on reçoit sa fiche de paie, on fait ses impôts, c'est tout. C'est ça. L'autre défi auquel j'ai été confrontée, c'est pas nécessairement de créer, c'est plus de se dire, en fait, on vous colle souvent une étiquette. Donc moi, mon étiquette, c'était paiement, paiement, technologie. Puis au début, je voulais vraiment faire de la stratégie d'affaires en numérique at large. Mais avec 15 ans, on voit que souvent, quand les gens t'appellent ou te contactent, c'est comme « Catherine, t'es la fille en paiement, t'es l'experte en paiement, t'es le truc. » Et donc, tu te dis, je suis capable de faire autre chose. Là. Je veux faire autre chose, mais c'est quand même ça qui te colle, puis c'est quand même ça qui te plaît. Ok. Ouais, j'ai fait un peu d'autres projets à côté, puis quand on m'a proposé de revenir dans le paiement, j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est ça qui... Donc, mais c'était aussi ce temps de dire, je veux créer quelque chose qui me ressemble, mais aussi, c'est quoi qui me fait triper? Et puis, c'est vraiment les paiements. Ouais. Ça, c'est intéressant. Oui. Les autres défis que je dirais, ça arrive un peu plus tard, c'est parce que c'est plus pour avoir... je ne vais pas dire du rayonnement, mais pour vous imposer, pour s'imposer, voilà, parce que quand on est dans une entreprise, voilà, on a des équipes marketing qui vont gérer les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, quand on est entrepreneur, on n'a pas nécessairement ni ce temps-là, ni c'est quand même un investissement. Donc au début, on se dit bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir? Donc c'est vrai que c'est plutôt le côté marketing qui est un petit peu un défi. Si on a
si on est quelqu'un qui est toujours en train de bouger, en train de vouloir faire plein de choses, ouais. Okay. Alors, moi, je vous avais posé la question, mais j'avais quelque chose en tête parce que vous êtes de la communauté racisée. Oui. Vous êtes dans un domaine assez pointu. C'est des millions. Hein. Là, on parle de milliards. Tu vois, l'économie, c'est le cœur du développement. Est-ce qu'au départ, on vous a fait confiance vite? Dans ce domaine-là, la formation que j'ai faite, oui, parce que c'est une formation qui est reconnue, une école qui est reconnue, donc on a beaucoup fait confiance. Puis, non, surtout quand vous avez décidé de me lancer, votre entreprise. Oui, on m'a reconnu, mais c'est vraiment mes 15 années d'expérience qui m'ont permis de bâtir des ponts avec des anciens employés, des anciens collègues et des anciens gestionnaires. Donc, j'aurais jamais parti ça 5 ans, jamais, j'aurais jamais eu cette crédibilité-là. Donc 15 ans, c'est ça, j'étais comme mûre, je suis pas une femme mûre. mais voilà, les gens me font confiance parce qu'ils savent la qualité de mon travail, que je suis quelqu'un de très autonome. Puis c'est vraiment important. Faut passer. Moi, je dis surtout aux jeunes. Quand même, l'expérience d'employé, c'est vraiment important. Oui, pour que tu montes, pour que tu apprennes à faire preuve de leadership, mais à l'intérieur de l'entreprise. De vous roder un peu. Oui, de se roder, d'être confronté aussi à certains enjeux au niveau de l'entreprise, c'est vraiment important. Moi, ces 15 années-là, je les enlèverai jamais. C'est ça qui fait ma personnalité. Tu rencontres des mentors aussi. C'est 15 années riches d'expérience professionnelle. Effectivement. Et si on parle de perspectives d'avenir, justement, la technologie, c'est partout, ça avance. Quelles sont, selon vous, les perspectives? Est-ce que ça va aller en augmentant? Est-ce que ça va garder peut-être un peu plus stable? Oui, ça va aller en augmentant. Ça va aller en augmentant parce que les entreprises essayent d'être beaucoup plus compétitives, de réduire leurs coûts. Et c'est une réalité. Si on veut être plus compétitif, il faut réduire ses coûts. Parce qu'il y a des gâteaux qui sont trop gros, qui sont mangés par de trop gros. Soit tu essayes de manger une plus grosse part du gâteau, soit tu réduis tes coûts pour rester compétitif. Donc la technologie va rester. La technologie va, même selon moi, encore plus se moderniser. La technologie est moderne, mais comment dire, encore plus se sophistiquer, notamment avec l'intelligence artificielle. Ça va permettre aux entreprises de réduire de beaucoup des coûts. Donc, il va falloir être à l'aise aussi à parler avec certaines formes d'intelligence. Par exemple, pour avoir du conseil. Par exemple, si vous venez prendre un rendez-vous, des fois, vous n'allez même plus parler à un humain. Ça va être un robot derrière, sans savoir, mais qui mime l'expérience humaine. Donc oui, la technologie va toujours être là. Et il y a des côtés, moi je vois toujours, il y a toujours du bien et du moins bien. Puis pour faire un proverbe, enfin pas un proverbe là, mais une citation biblique, il y a toujours le bon grain et le mauvais grain. C'est ça. Donc oui, il y a ce côté... peut-être est-ce qu'on s'en va vers où il va y avoir des emplois qui vont être menacés, c'est vrai. Mais aussi en même temps la technologie comme des technologies c'est ça, ça peut créer d'autres emplois. Par exemple, ça peut permettre de détecter plus rapidement une transaction frauduleuse en disant Jackson, c'est pas le genre à acheter ce genre de en choses Chine. En Chine. Plus rapidement, donc ça va peut-être être plus efficace. Donc il faut un équilibre. Il faut vraiment qu'un équilibre. Et il faut qu'on comprenne que le monde a toujours évolué comme ça. Il y a toujours eu des technologies qui peuvent faire du bien ou faire du mal. Une arme à feu, ça a permis de protéger des pays, puis ça peut aussi faire des guerres. Donc, est-ce qu'il ne faut plus avoir d'armes à feu? Je ne suis pas sûre, parce que ça permet de nous protéger quand même. Il y a tellement d'intérêt derrière. Donc, oui. C'est ça. Donc, Catherine, moi, je pense que vous avez bien vendu la marchandise. Donc, on va voir côté politique. Côté politique. Mais c'est toujours un paradoxe pour moi de voir une femme qui décide de se lancer en politique. C'était quoi votre motivation? C'était l'engagement citoyen. En fait, avant de me lancer en politique, c'était vraiment... moi, j'étais bénévole, j'étais bénévole. Je donnais des cours d'informatique, surtout pour des personnes âgées qui ont du mal à utiliser les technologies, tout ça. Ouais. Et j'ai toujours été sensible à
la vie, comment vivent les gens. Puis une des personnes qui a vraiment été très inspirante dans ma vie, c'est la dame qui a gardé mes enfants à la garderie. On est toujours restés très amis, on est très amis. Moi, je la considère comme ma famille. Et je voulais pas être je suis pas ce genre de personne comme moi, je donne mon enfant, je le prends le soir, je l'emmène, je regarde toujours comme elle, comment tu vas, tu passes la journée comment avec tu passes la journée avec mon enfant, on a toujours des super bons repas, comment tu fais, comment tu jongles et tout ça. Donc je posais toujours des questions et puis on a vraiment développé cette amitié-là. Donc elle me parlait aussi un peu de la vie du gouvernement, tu sais, comment la relation entre le gouvernement et les éducatrices. Donc c'est comme ça que je me suis un peu intéressée, juste d'être à travers elle que je me suis plus intéressée, le gouvernement, les subventions, les formations, les enjeux un peu des éducatrices et tout. Et je me suis intéressée plus au Québec, l'histoire du Québec et tout ça. Et puis c'est vraiment le Parti libéral l'histoire du Parti libéral qui m'a marquée. En fait, c'était pas le Parti libéral d'aujourd'hui, c'était le Parti libéral d'avant, des gens comme Robert Bourassa. Tu sais, je regardais, je dis waouh, ce monsieur-là, il a fait des tonnes de choses, de ramener, tu sais, un peu la paix avec les peuples autochtones et tout. C'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est vraiment ça qui m'a fait me diriger vers le Parti libéral. Et en même temps, il y avait Dominique Anglade qui... Au moment où j'ai commencé à prendre ma carte, qui devenait aussi chef, donc là c'était waouh. Elle est ingénieure aussi. Qui est ingénieure, j'ai dit, mais la première fois que je l'ai vue, j'étais pas libérale, c'était un événement, Audace au féminin, sur les femmes en TI, j'étais panéliste, puis j'avais dit, mais c'est qui cette femme? C'était un ovni pour moi en TI, en politique, mais j'avais pas d'aspiration politique à ce moment-là, mais on sait jamais, c'est peut-être pour ça que je l'ai rencontrée à ce moment-là. Donc c'est parti d'un engagement citoyen, de vouloir aider les gens et du fil en aiguille, en étant impliquée comme militante, comme bénévole. Mais la question s'est posée, quoi. Est-ce qu'il fallait que je me lance ou pas? Puis ça, c'est aussi c'est pas forcé, hein. Le lancer, encore ça, c'est aussi une autre étape. Parce que là, tu deviens visible. C'est plus ça. Juste militante dans les backstage. Là, tu mets ta face, ta vie privée, ton visage, ta vie privée. Même, c'est ça. Donc, c'est aussi un choix. Ça va avoir des incidents sur la famille, sur vous. C'est ça. Donc, encore un autre défi. Là, la zone de confort, moi, ça me dit, ça vient encore un autre. Je pense que de tous les défis que j'ai faits, je pense que celui-là a été le plus... ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que quand on travaille en technologie, en TI, on est plutôt en arrière. Oui, c'est vrai, alors celui-là, c'était tout un défi là, de décider. Mais ma question, est-ce que tu comptes te relancer, d'être candidate à nouveau? L'expérience politique, pour moi, c'était une expérience riche, humaine. Je pense qu'il faut des gens, des citoyens qui se lancent en politique par conviction. Moi, mes convictions ne sont pas arrêtées parce que je ne fais plus de la politique. J'ai toujours les convictions maintenant, que ce soit par l'entrepreneuriat. Si une autre opportunité se présente en politique, pourquoi pas? Moi, l'important, c'est est-ce que ça permet de faire avancer C'est ça, impacter la communauté. Est-ce que ça impacte la communauté? Puis si c'est par l'entreprise, ça va être par l'entrepreneuriat. Si c'est par la politique, ce sera par la politique. Si c'est par autre chose, le bénévolat, ce sera par le bénévolat. On verra. Ça, j'aime. Ça, j'aime parce que c'est vrai, on a besoin des représentants, mais tout le monde ne peut pas aller en politique. Il nous faut aussi des femmes comme vous chaque jour. Exact. En technologie, voyez-vous. En tout cas, Catherine, on ne sait pas comment te remercier. Merci, moi qui vous remercie pour Merci l'opportunité. beaucoup. Je pense que... Mais je vais quand même vous poser cette question. 1, 2, 3. Stratège 6, ça donne quel service? Ça offre quel service? Est-ce que vous avez un site web? Comment on peut vous contacter? Parce que ça, c'est important pour vous aussi d'élargir vos tentacules sur le Québec. Oui, absolument. Alors, le meilleur moyen de me contacter pour tout ce qui est professionnel, c'est le réseau LinkedIn. Je suis très active, je réponds très rapidement. Mais j'ai également un site internet, donc www.stratège
stratège6.com. Alors, il faut dire dans stratège, il n'y a pas de E. Il n'y a pas de E, donc c'est le stratège. Et on peut même dire six, justement, c'était de faire quelque chose de anglais ou français, comme vous voulez. Et donc, les trois services, donc il y a du conseil stratégique, donc plutôt de l'accompagner dans de la vision, après du conseil plus TI, donc sur des projets, par exemple, de transformation, de modernisation de systèmes. Et le dernier volet, c'est vraiment l'expertise en paiement. Donc, c'est ça. Et vous accompagnez aussi les OBNL, les petites entreprises, les grandes entreprises. Absolument. Donc, vous avez de la place pour tout le monde. Oui, même les étudiants. Il y aura aussi des offres de formation pour soit les étudiants, les personnes immigrantes aussi qui viennent, qui ont besoin de savoir un peu comment fonctionne le système ici au Québec, au Canada. Donc tout ça, toutes les informations sont sur le site internet, ou sinon juste m'envoyer un petit message, et puis je peux aussi faire du sur-mesure là. Ok. Très important. Je sais que tu fais du pro bono, mais si quelqu'un veut avoir tes services, si on doit mettre un chiffre minimum et un chiffre maximum. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de maximum parce que ça dépend de la grosseur de la compagnie, mais environ. Mais ça va vraiment dépendre de c'est quoi l'accompagnement. Moi, je peux faire du pro bono 1-2 heures au moins de conseils vraiment free de mon temps pour conseiller un peu sur ce serait quoi une initiative pertinente. Mais après, s'il faut de l'accompagnement, comme si par exemple il faut acquérir un logiciel ou une licence, ça, c'est pas des prix pour moi, mais c'est comme je vais monter le business case pour l'organisme, que tiens, vous auriez besoin de faire ça, c'est pas. Mais moi, mon accompagnement, ça peut être quelques heures en pro bono qui sont. Quelques heures, c'est quand même. Si vous êtes d'un cabinet très connu, les quelques heures, ça peut aller vite. C'est pas des prix d'avocat là, mais. Ça peut quand être même. 500, comme ça. Ça. Quelques heures là. 500, ok. Oui. Okay. C'est normal. Parce que c'est normal parce que vous êtes dans un domaine pointu. Oui. Donc, vous savez que vous avez de la valeur. Oui. Ça, c'est vrai. Voilà, Catherine, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir pour nous. Je pense qu'on a bien échangé. On a vu que c'est important de savoir nous protéger, et c'est important aussi d'oser faire des études là où on ne s'attend pas à avoir des femmes. Parce que moi, je suis très féministe. Je sais que les femmes peuvent être brillantes et peuvent faire exercer n'importe quel métier. Donc, moi, je te dis chapeau. On t'encourage à foncer, à aller de l'avant, parce que on est là pour montrer qu'on peut. On peut faire changer, on peut faire bouger les lignes, comme on dit. Donc voilà, merci. Un dernier mot, ça doit être quoi? Continuez ce que vous faites. On a besoin de plus de voix, profiter du numérique, parce que ce que vous faites aussi, c'est grâce au numérique que votre voix peut être portée partout dans le monde. Jusqu'au Douala. Jusqu'à Douala. Alors profitons du numérique. C'est un merveilleux outil qui nous permet de transcender certaines barrières qu'on peut avoir à cause de nos origines. C'est ça, exact. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. C'était Jackson et Déa, comme toujours. C'était Rendez-vous au sommeil. Déa, j'espère que là, tu es en pleine forme et tu es là pour... Je suis là pour rester, Jackson. C'est ça. Et puis, rendez-vous, n'oubliez pas, on avance vers le 14 septembre. C'est la vente signature avec Robert Philomé de France 24. On va jamais arrêter de le dire. Il y a aussi... mon chef. Le chef de DA, Gaspard d'Aurélien. On a aussi Joe Sully de Washington. Il va venir pour signer un ouvrage assez intéressant, Rwanda, un modèle pour Haïti. Moi, je pense que Rwanda, ça peut être un modèle pour n'importe quel pays d'Afrique, parce qu'on se rappelle que ce pays a été ruiné, détruit par un génocide en 1994, et puis voilà, le pays a pu se remettre debout, et puis voilà, ça. Je pense que c'est un modèle de développement pour l'Afrique et pour tous les pays en voie de développement. Il n'y a même pas longtemps que Kigali a été désignée comme la capitale la plus propre en Afrique. Je pense que c'est important. Et puis, on a aussi Amos Duboiran qui a fait sortir un album de récits. C'est un nouveau style. On vous invite déjà à venir
découvrir ces auteurs, venir les appuyer, les supporter. Voilà, c'était ça, Déa. Ah ben, moi je suis bien contente de vous revoir après ces quelques temps sans vous voir. Merci d'avoir été avec nous. Revenez parce qu'on a toujours nos rendez-vous au sommet. C'est ça. On va toujours aller chercher. On n'est pas encore au sommet. Oh non. Mais on profite du voyage. C'est on ça, profite du voyage. exactement. La crème de la crème. Et puis on veut que vous soyez avec nous parce qu'on va découvrir des choses. On va apprendre des choses. S'il vous plaît, soyez au rendez-vous. Excellent. À la prochaine et on salue Brice Lee, notre réalisateur et bien-aimé Louis Junior avec son casque qui contrôle le son. Et puis on a Kensley Oxeus. Donc voilà, c'est les bras techniques de notre émission Rendez-vous au sommet. On vous dit à la prochaine et ciao.